Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur... Sur un ensemble de textes vraiment passionnants. Oui, Imaginez une sorte de feuille de route philosophique, c'est ça. mais très concrète, pour une vie qui a du sens. Exactement. L'idée, c'est pas de donner une recette magique, mais plutôt de décortiquer les grands principes, Oui, les principes qui guident nos choix, notre résilience. notre épanouissement au final. On va essayer de voir comment on passe du mode survie à une existence pleinement vécue. Et ce que je trouve vraiment puissant dans cette approche, c'est que c'est présenté comme une architecture. Une architecture, j'aime bien l'image. C'est pas une liste de conseils comme ça jetés au hasard. Non, il y a des fondations, des murs porteurs. Une vraie structure. Voilà. Et le plus fascinant, c'est de voir comment un truc très intime, comme notre vision du monde, est directement lié à nos actions et à notre bien-être. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de démonter cette structure. C'est un peu ça, oui. Pour voir comment tout ça fonctionne ensemble. Alors commençons par la base, les fondations, ce qui se passe en nous. L'état d'esprit. Exactement. Et tout commence avec la prise de décision. Et ce qui est dit, c'est que ça ne devrait pas être juste de l'instinct. Non, c'est plus réfléchi. On nous parle de 4 piliers. D'abord la connaissance, ensuite s'assurer que l'info est correcte, Vérification, oui. la consultation, donc demander l'avis d'autres personnes, et enfin la réflexion personnelle. Et il y a ce conseil surprenant dont vous parliez. Ah oui, cette idée de réfléchir à un problème à différents moments de la journée. Matin, midi et la nuit. C'est ça. Comme si notre cerveau avait différentes perspectives selon l'heure. On aurait plusieurs consultants internes, en quelque sorte. C'est une belle image. Et ce processus, il a un but très précis. Combattre l'hésitation. L'indécision qui paralyse. Exactement. L'auteur fait une distinction qui est pour moi cruciale entre la prudence et l'excès de prudence. Quelle est la différence? La première, la prudence, est nécessaire. La seconde, c'est souvent du pessimisme qui se déguise en sagesse. Ah, c'est intéressant ça. On nous dit qu'une décision prise assez vite, une fois les vérifications de base faites, est souvent meilleure qu'une décision qu'on laisse traîner. Mais ça va un peu à contre-courant de l'idée reçue, non? On pense souvent que la sagesse, c'est de prendre son temps. C'est une excellente question. Et c'est au cœur du problème. Le cadre proposé ne parle pas d'impulsivité. D'accord. Il parle d'efficacité. La phase de collecte d'infos, de consultation, elle est capitale. Mais une fois qu'elle est faite, il faut trancher. Et ne pas attendre indéfiniment. Attendre plus longtemps, ça n'ajoute souvent pas de clarté, ça ajoute juste de la peur. Et la peur, voilà le grand sujet. C'est le sujet suivant, oui. Ces textes identifient 3 grands freins psychologiques. Alors lesquels? La peur de faire une erreur, la peur de l'échec, et puis le grand champion. La peur du jugement des autres. Toujours. C'est vrai que c'est puissant. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais si on a peur de ce que les autres vont penser, On ne fait rien. On reste bloqué. c'est ça. Et pour démonter ce mécanisme, l'auteur avance une idée presque subversive. Je vous écoute. La phrase est très forte. Qu'est-ce qu'elle dit? En substance, l'homme n'est pas faillible, il est voué à l'erreur. Voué à l'erreur. C'est une libération en fait. C'est exactement ça. Ça veut dire que c'est normal de se tromper. C'est la preuve qu'on essaye. Ce n'est pas une faute morale. Non, et la même logique s'applique à l'échec. L'échec n'est pas une fin. C'est le pont vers la prochaine victoire. Le pont vers la prochaine victoire. L'échec, c'est juste une information. Ça veut dire « Bravo, t'as tenté un truc difficile, maintenant ajuste le tir et recommence ». C'est un changement de perspective complet. Et je suppose que notre capacité à voir les choses comme ça dépend de... De notre vision du monde à la base. Voilà. Et ça nous amène à la question centrale que posent ces textes. Le monde pour nous, c'est quoi? Un jardin de roses avec quelques épines? Ou l'inverse. Un champ d'épines où, par chance, on trouve une rose. Exactement. Et notre réponse à ça, qui est souvent ancrée en nous depuis tout petit, elle conditionne tout. Si on voit le champ d'épines, chaque pas est une angoisse. Et si on voit le jardin de roses, on accepte se piquer de temps en temps. Ça fait partie de la balade. D'accord. Donc une fois qu'on a ces fondations intérieures, il faut agir. Passer au mouvement. Et là, on a une opposition très très marquée entre deux profils. L'initiateur, Et le suiveur. c'est ça. L'argument, c'est que les gens qui réussissent sont ceux qui osent commencer. Ceux qui osent être les premiers. J'avoue que l'exemple m'a fait sourire. On nous dit que ça s'applique aussi bien pour lancer un projet que pour se servir le premier à un buffet. La métaphore du buffet, elle est simple,
mais elle dit tout. Elle est parlante. Il s'agit de ne pas attendre que quelqu'un d'autre donne le signal. Et dans cette optique, l'imitation est vue de manière assez négative. Comme une forme de passivité. Oui, mais attention, il y a une nuance, une exception capitale. Laquelle? L'imitation comme outil, un outil d'apprentissage stratégique. Donnez-nous un exemple. L'exemple historique, c'est le Japon après la Première Guerre mondiale, pour combler un retard technologique énorme, Ils ont commencé par copier. systématiquement. Les produits américains, Au début, c'était de pâles copies. de mauvaise qualité, j'imagine. Oui, mais c'est en maîtrisant cette phase de copie qu'ils ont pu ensuite innover et devenir les leaders qu'on connaît. Donc l'imitation n'était pas une fin en soi. Non, c'était un tremplin. Et ça nous connecte à une autre phrase très forte de ses écrits. Ah, L'homme est la créature de Dieu et le créateur de lui-même. c'est puissant. Ça met l'accent sur la responsabilité personnelle. On reçoit un potentiel, mais c'est à nous de le sculpter. Et pour sculpter ce potentiel, il faut une sacrée discipline, ce qui nous amène à un concept très connu. La gratification différée. Oui, la fameuse expérience psychologique, ici décrite avec des biscuits. On met un biscuit devant un enfant de 5 ans. Et on lui dit Si tu attends un quart d'heure sans le manger, tu en auras un deuxième. Et le résultat est sidérant. raconté. 13 ans plus tard, les enfants qui avaient réussi à attendre ont eu de bien meilleurs résultats à leurs examens d'entrée à l'université. C'est fascinant. Ça veut dire qu'on peut mesurer un indicateur de réussite future dès l'âge de 5 ans. Cette capacité à attendre, Et le plus important, c'est que ce n'est pas inné, c'est une compétence. Ça s'apprend. le muscle de la vision à long terme. C'est l'antidote parfait à notre culture de l'immédiateté. On veut tout, tout de suite. Et ça nous rend malheureux au final. Ça demande du courage de résister à ça. D'ailleurs, le courage, c'est un thème central. Il y a cette citation un peu provocante, non? Il faut vivre dangereusement. Ce qui ne veut pas dire être imprudent. Bien sûr que non. Vivre dangereusement, ici, ça veut dire oser prendre des risques calculés. Oser quitter un chemin tout tracé. Après avoir bien préparé son coup, oui. Et cette prise de risque, elle se fait rarement seule. Le plus grand danger, c'est souvent dans nos interactions. Avec les autres. Voilà une transition parfaite. Alors, une fois qu'on a cet état d'esprit, cette envie d'agir, on se heurte au monde. Et aux autres. Comment on aborde ça, Sam? On l'aborde comme une évolution. Un chemin de maturité en plusieurs étapes. D'accord. On commence tous au stade de la dépendance. L'enfant dépend de ses parents pour survivre. Logique. Ensuite, on lutte pour atteindre l'indépendance. L'adolescent, le jeune adulte. Je peux me débrouiller seul. Et beaucoup de gens pensent que c'est le but. Mais ce n'est pas le cas. Non. Le stade ultime, le plus abouti, c'est l'interdépendance. L'interdépendance. C'est-à-dire C'est quand deux individus qui sont déjà indépendants, solides, choisissent de collaborer, de s'aimer. de créer un nous véritable. Qui n'est pas une fusion où les jeux disparaissent, mais une alliance de deux jeux forts. Et la plupart des relations qui échouent. Sont en fait des relations de codépendance. Deux personnes en manque qui s'accrochent l'une à l'autre. Ça ne peut que mener au conflit. Et donc à des blessures. Ce qui nous amène à la question du pardon. Oui, Et là-dessus, l'approche est assez directe, disons. On nous dit très clairement que pardonner, ce n'est pas tolérer. ni endurer, ni se sacrifier. Tolérer un mauvais comportement, ça ne fait qu'encourager l'autre à recommencer. Et ça nous détruit nous-mêmes, à petit feu. Alors, c'est quoi le pardon, selon cette vision? Ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, c'est un acte de guérison que l'on s'offre à soi. Un acte pour soi. Oui, c'est un processus en 3 temps. 1. Comprendre ce qui s'est passé. 2. En tirer une leçon pour l'avenir. Et 3, Une fois la leçon apprise, laisser l'événement dans le passé. plus facile à dire qu'à faire ça. Comment on laisse dans le passé? L'analogie qui est utilisée est très très parlante. Imaginez que quelqu'un vous plante un couteau dans le bras. D'accord. Le pardon, ce n'est pas de dire « c'est pas grave » en gardant le couteau. Le pardon, c'est de retirer le couteau. Pour que la plaie puisse cicatriser. Voilà. S'accrocher au ressentiment, c'est choisir de garder le couteau en soi, et même de l'enfoncer un peu plus chaque jour. C'est une image très forte. Retirer le couteau, c'est se donner la chance de guérir. La cicatrice restera peut-être comme un rappel de la leçon, mais la douleur, elle, peut disparaître. On sent qu'on arrive au sommet de l'architecture, là. On a les fondations, le moteur, les murs des relations. Qu'est-ce qui couronne le tout? Le couronnement, c'est l'accomplissement. Et pour l'expliquer, on nous parle de 2 grandes forces qui régissent notre vie. Lesquels? L'équilibre et l'évolution. Expliquez-nous. La plupart des gens passent leur vie à gérer l'équilibre. Manger quand on a faim, dormir, travailler pour payer les factures.
c'est le cycle de la maintenance. C'est nécessaire, mais ça ne donne pas un sens profond. C'est ça. Et la deuxième force, l'évolution, c'est le passage à un niveau supérieur. C'est apprendre, grandir, se dépasser, C'est cette force qui mène au concept final. la réalisation de soi. La self-actualization, comme disent des psychologues. L'idée de la graine qui devient un arbre. C'est exactement ça. En chacun de nous, il y a une graine, avec le potentiel de devenir un arbre majestueux, unique, qui porte ses fruits. La réalisation de soi, c'est juste le processus de devenir cet arbre. C'est une très belle image. Mais est-ce que beaucoup de gens y arrivent? Et c'est là qu'on nous donne un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Ah oui, Selon ses écrits, seulement 2% de l'humanité atteindrait ce stade. seulement 2%? C'est très peu. C'est vertigineux. 98% des gens resteraient bloqués en chemin. On vit et on meurt sans que la graine que nous sommes ne devienne l'arbre qu'elle aurait pu être. Et pourquoi? C'est l'éducation, la société? C'est un mélange. Une éducation basée sur la peur, des pressions sociales qui nous veulent dociles. L'auteur utilise une autre image. Laquelle? La société préfère les poules domestiques qui restent dans la cour plutôt que les oiseaux capables de voler loin. Et j'imagine que pour que cette graine puisse germer, il lui faut un bon terreau. Exactement. C'est là que l'analyse nous ramène à des choses très très concrètes. Lesquelles? On parle d'une alimentation saine, d'un sommeil de qualité. Le chiffre de 7h30 est même mentionné, soit 5 cycles de 90 minutes. Et l'exercice, j'imagine. Oui, l'exercice physique régulier. Le vrai sport qui nous pousse un peu, pas juste le jeu pour s'amuser. Sans ce terreau physiologique, la plus belle des graines, elle ne peut pas germer. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, on repart avec une image de la vie non pas comme une fatalité, mais comme un projet. Un projet de construction de soi, C'est ça. Pas une quête de perfection qui est paralysante, mais un cheminement un processus constant. pour réaliser ce potentiel qu'on a en nous. Et les erreurs, les échecs, ce ne sont pas des obstacles, Ce sont les matériaux de la construction. c'est joliment dit. C'est tout à fait ça. Et pour conclure, j'aimerais peut-être proposer une pensée à méditer. On vous écoute. Si on accepte cette idée, même juste comme une hypothèse, que 98% des graines humaines n'atteignent pas leur potentiel, Oui. la question la plus urgente, ce n'est peut-être pas seulement comment je peux faire partie des 2%, Quelle serait la question alors? la question plus profonde, plus solidaire pourrait être, quelle est la plus petite barrière en moi ou autour de moi que je pourrais commencer à enlever aujourd'hui pour laisser un peu plus de lumière atteindre non seulement ma propre graine, mais aussi celle qui m'entoure.